Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce cours, voilà comment ça va se passer. Donc, je vous fais une petite vidéo qui résume ce qu'on aurait pu faire en classe si donc ça avait été du présentiel. On a donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? La correction d'un exo, le 6, page 122, et ensuite une activité documentaire sur la production d'énergie électrique sans combustion. Donc, on commence avec cet exercice, ça traite donc des panneaux photovoltaïques. Ça reprend ce qu'on a fait en TP avant les vacances. Et puis du coup, on va répondre aux questions. Donc c'est parti, on considère un panneau photovoltaïque auquel est associé le document ci-compte. Ce panneau reçoit un éclairement de 800 watts par mètre carré. Et on a donc les graphes ici. Alors premièrement, on a l'intensité en fonction de la tension. Donc l'intensité en ordonnée et la tension en abscisse. Et la puissance en ordonnée aussi en fonction de la tension. C'est un peu bizarre en fait. Nous, on avait fait ça sur deux graphiques séparés. On peut le faire donc sur deux graphiques séparés. C'est ce qu'on avait fait en TP, mais là en fait ils ont décidé de le mettre sur le même graphique. C'est possible. Il faut bien faire attention. Vous voyez, intensité en fonction de la tension, eh bien c'est les courbes, ce sont les courbes rouges ici. On va voir pourquoi il y en a plusieurs, hein, nous il n'y en avait qu'une. Et en vert, vous avez la puissance, donc puissance en fonction de la tension, eh bien vous avez les trois courbes correspondantes ici. Pourquoi il y en a trois? Parce que là, donc, on considère un éclairement de 800 watts par mètre carré. Nous, on avait fait ça en TP aussi, et on avait à peu près 1000 watts par mètre carré. N'empêche qu'on n'avait qu'un seul éclairement. On aurait pu le faire pour plusieurs éclairements, c'est-à-dire baisser l'intensité lumineuse de la lampe, mais on l'a fait que pour un seul. Alors là, on nous donne un cas où il y a trois éclairements différents, d'où les trois courbes. Donc une première ici, une autre là pour les intensités, et pour les puissances, 1, 2 et 3. Donc, après avoir présenté ce document, relevez la valeur de la puissance électrique maximale pour, du coup, un éclairement de 800 watts par mètre carré. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Euh, on considère déjà le cas 800 watts par mètre carré, ça va donc être cette courbe verte ici, et on nous dit de trouver la puissance maximale. Bon, eh bien, on se place au point maximum. On fait bien attention de regarder sur la bonne échelle, on est sur la puissance, donc la courbe verte, et du coup il faut aller chercher ça, côté droit, en watts. On va pas de l'autre côté pour la lecture. Côté gauche, ça sert pour les courbes qui sont rouges. Donc ici à droite, vous avez 140 watts de puissance maximum. Ok, Pmax égale 140 watts. Donc c'est bien ce qu'on nous dit, hein. Au sommet de la courbe P égale F de U, on libre en éclairement de 800 watts par mètre carré, P égale 140 watts. Ok, deuxième question. Petit b, donc, relever le couple IM-UM correspondant à la puissance maximale. Alors là, il ne faut pas se tromper, on a dit qu'on avait deux courbes. On vient de trouver qu'on avait la puissance max qui était 140 watts, donc ici. Il faut trouver à quelle tension ça correspond. Eh bien, on pointe, donc on est là sur 140 watts, on pointe, et on arrive du coup autour des 22 volts. Donc on a UM, hein, UM c'était ça qui était demandé, UM égale 22 volts, c'est-à-dire la tension pour laquelle la puissance est maximale. Et une fois qu'on a U, on va pouvoir trouver I, puisque, pour rappel, on a I égale F de U. Donc si on avait eu les deux courbes séparées, eh ben, on serait allé chercher sur l'autre courbe, on aurait regardé où se situe I, enfin quelle valeur prend I pour U égale 22 volts. Il se trouve qu'on a déjà mis sur ce graphique-là, il faut juste pas se tromper de courbe. On remonte 22 volts, mais cette fois-ci on s'arrête là, sur la courbe qui représente I. Et donc, on pointe et ça fait 6,5. Alors dans la correction, on dit 6,6. Bon, d'accord, pourquoi pas. 6,5, je vous aurais compté juste, moi aussi, largement. Voilà, donc IM du coup égale 6,5 ampères pour UM qui vaut 22 volts. Ok. Ensuite, petit c, calculer la résistance RM de fonctionnement maximisant la puissance. Alors là, il faut se souvenir de vos cours de collège ou de première, si vous avez fait physique, enfin bon, ça dépend un petit peu de votre cursus. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. On a U égale R fois I. C'est-à-dire que là, on a U, on a I, il faut trouver R. Alors, comment on fait ça? Vous posez le calcul, hein, et si vous avez U égale R fois I, la loi d'Ohm, vous avez R qui vaut U divisé par I. D'accord? On divise de chaque côté pour extraire R. À ce moment-là, U divisé par I, qu'est-ce que ça vaut? Ça fait 22 divisé par 6,6 ou 6,5, si vous avez mis 6,5. Ça fait donc 3,3 ohms. Voilà, donc ça veut dire que si on associe une résistance de 3,3 ohms à ce panneau solaire, lorsqu'il reçoit un éclairement de 800 watts par mètre carré, attention, c'est pas vrai dans les autres cas, eh bien il va nous fournir une puissance maximale de 140 watts
en sortie. Voilà. Enfin, décrire l'évolution de l'intensité de court-circuit et la puissance électrique maximale quand l'éclairement augmente. Alors, je commence par la puissance électrique maximale quand l'éclairement augmente. Alors, simplement, on voit que plus l'éclairement augmente, plus tout simplement la puissance maximale augmente, hein. C'est normal, hein. Plus il y a de lumière, plus la puissance du panneau solaire va être grande. Donc là, on passe de, on va dire, une trentaine de watts à 70 à peine, et puis 140 du coup pour un éclairement de 800 watts par mètre carré. Donc voilà, pour ça, c'est ce qu'on vous dit dans la correction, hein. Plus l'éclairement augmente, plus la puissance électrique maximale augmente. Ensuite, l'intensité de court-circuit, on n'en avait pas parlé en TP. C'est quoi l'intensité de court-circuit? C'est celle-ci. C'est l'intensité pour une tension qui vaut 0 volts. Donc vous voyez la tension ici, là. Vous mettez sur 0 volts et vous regardez l'intensité de court-circuit. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'à 200 watts par mètre carré, elle est plus faible qu'à 400 watts, qui elle-même est plus faible qu'à 800 watts par mètre carré. Là aussi, c'est logique. Plus on a un éclairement qui est grand, plus il y a de lumière, plus l'intensité que le panneau solaire va vous sortir est grande. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser sur le NT. On passe à l'activité du coup suivante. Alors, donc on poursuit avec l'activité de votre livre, donc c'est page 128-129, et on s'intéresse cette fois à la production d'énergie électrique sans combustion. Les centrales qui vont fonctionner sans combustion, et puis ensuite ce qu'on appelle la chaîne énergétique. On en a déjà un petit peu parlé, mais là on va la représenter vraiment, et on représentera donc plusieurs chaînes énergétiques. Première question, dans le doc 1, identifier les installations qui permettent d'obtenir de l'énergie électrique sans nécessité de combustion. On peut regarder dans le document 2 aussi. Donc vous avez par exemple la centrale hydraulique, on en a déjà parlé, hein. L'eau fait tourner la turbine et fait tourner un alternateur, ok. On a la centrale nucléaire, donc là vous avez du combustible nucléaire. Ensuite un circuit primaire, circuit secondaire, tout ça, bon d'accord, jusqu'à un bâtiment réacteur, turbine, alternateur, et puis à la fin donc de l'électricité. Quelque chose pour refroidir, on en reparlera après. Une centrale thermique, vous faites brûler donc du combustible, que ce soit du charbon, du fioul, du gaz, de la vapeur d'eau toujours après, hein, donc du coup ça vous fait chauffer de l'eau, ça fait de la vapeur d'eau, une turbine, alternateur, etc. Éolienne, eh ben, vous avez le vent qui fait directement tourner l'éolienne, un alternateur, donc c'est relié au réseau électrique. Et enfin des panneaux solaires donc photovoltaïques, avec ce qu'on appelle un onduleur. C'est quoi un onduleur? C'est quelque chose qui va vous transformer le courant, là c'est du courant continu qui sort, donc il faut le transformer en courant alternatif. Éventuellement des batteries, bon c'est quand même relativement rare, surtout c'est injecté dans le réseau directement. Ok. Sinon, on peut regarder ce tableau. Voilà. Et donc, la première question, c'est de donner les sources d'énergie, les sources de production d'électricité, pardon, qui se font sans combustion. Forcément, déjà, combustible fossile, charbon, pétrole ou gaz, ça se fait avec une combustion, par définition. Donc d'ailleurs, c'est quoi une combustion de manière générale? C'est quelque chose de ce type, vous avez dû voir ça au collège. Un combustible, il faut pour que ça brûle du dioxygène, et en sortie, vous avez toujours de l'eau H2O et du CO2. D'accord? Plein d'autres choses souvent, qu'on n'a pas envie, mais voilà, l'immense majorité des produits, c'est quoi? C'est de l'eau et du CO2. Ce combustible-là, ici c'est du méthane, mais ça peut être plein d'autres choses, de l'essence, du pétrole, du charbon. En tous les cas, c'est toujours un mélange de carbone et d'hydrogène. Et du coup, à la fin, vous avez de l'eau et du CO2. Voilà pour ça. Donc, est-ce que ça se fait sans combustion? Bah là, non. Donc c'est ce type de centrale, forcément non. Maintenant, pour les plus faciles, le nucléaire, j'y reviendrai à la fin. Les plus faciles, est-ce qu'il y a une combustion dans un panneau solaire photovoltaïque? Non, donc forcément, il faut mettre dans cette question 1 les centrales solaires photovoltaïques. Dans l'éolienne, est-ce qu'il y a une combustion? Non, donc idem, on peut le mettre dedans. Hydroélectrique, il n'y a pas de combustion là-dedans non plus, on vient de le voir dans l'animation. Donc vous pouvez le mettre aussi. Thermique solaire, j'en ai parlé déjà à certains groupes. On fait chauffer de l'eau avec du soleil, avec des rayons lumineux qu'on concentre, des rayons du soleil que l'on concentre, pour que ce soit plus efficace, donc avec un jeu de miroir. Bon, bref, on fait chauffer de l'eau, ça se transforme, cette eau se transforme donc en vapeur,
et fait tourner une turbine, etc. Il n'y a pas besoin du coup de combustion là-dedans non plus, donc thermique solaire, vous pouvez mettre oui aussi pour ça. Enfin, le nucléaire. Alors le nucléaire, eh ben, souvent les gens pensent justement qu'il y a une combustion là-dedans. Or non, l'uranium, là, il ne va pas brûler à la manière du charbon, du pétrole ou du gaz, ce n'est pas une combustion. Donc c'est de l'uranium ou du plutonium ou même encore autre chose. Qu'est-ce qui se passe? On y reviendra vraiment en détail, mais je vous fais voir déjà une animation. Ici, ça se passe donc au cœur de la matière, hein. C'est pas du tout comme tout à l'heure avec du O2. Vous avez votre atome, et même là on va considérer le noyau de l'atome. Donc très souvent de l'uranium ou du plutonium on a dit. Vous allez envoyer un neutron dessus, je vous mets ça en grand. Vous allez envoyer un neutron sur ce noyau de l'atome, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça va se casser. Il vous faut un gros noyau ici, donc de l'uranium, hein, ça marche pas avec autre chose, ou du plutonium comme on a dit, et puis en sortie vous avez 3 autres neutrons. Vous voyez qu'il n'y a pas de CO2 là-dedans, il n'y a pas d'émission de CO2, il n'y a pas d'émission d'eau non plus, et j'ai pas besoin de dioxygène pour faire ça. C'est un neutron qui va aller casser un noyau, donc ça n'a rien à voir avec une combustion. Quand cette réaction-là se produit, eh bien il y a un très gros dégagement d'énergie, donc sous forme d'énergie thermique. On voit aussi que vu qu'il y a 3 neutrons qui sont envoyés, ils vont pouvoir les taper dans d'autres atomes, etc. et donc vous faire une réaction en chaîne que l'on va entretenir et donc qui va vous fournir de l'énergie thermique. Ça va donc chauffer. D'accord? Donc ça chauffe, mais sans combustion. Donc du coup, vous pouvez bien mettre hein, que ici, le nucléaire, c'est bien quelque chose qui se produit sans combustion. Voilà pour cette question 1. Question 2 maintenant, préciser l'intérêt environnemental de ces dispositifs sans combustion. Eh bien, justement, je viens quasiment d'y répondre en fait. Hein. Quel est l'intérêt? On a dit que pour une combustion, on allait avoir de l'eau et du CO2. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un gros problème qui s'appelle le réchauffement climatique et qui est causé en grande partie par justement les émissions de CO2. Donc, si on a quelque chose, des énergies qui vont produire de l'électricité sans émettre de CO2, forcément que ça présente un intérêt, qui est donc de limiter l'impact sur le réchauffement climatique. Donc attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On va écrire du coup dans cette question 2 que le nucléaire, le thermique solaire, l'hydroélectrique, les éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques n'émettent pas de CO2, d'accord? Donc toutes ces énergies-là n'émettent pas de CO2 lors de leur utilisation. Donc vous mettez bien, n'émettent pas de CO2 lors de leur utilisation. Il y a besoin de plein de choses, il y a des inconvénients, bien évidemment, on va y revenir pour chaque type d'énergie, mais en tous les cas, toutes ces énergies-là n'émettent pas de CO2 lors de leur utilisation. Pour produire de l'électricité, vraiment, on n'émettent pas de CO2. Au contraire, donc, des combustibles fossiles, hein, qui, elles, pendant l'utilisation, forcément, en émettent. Voilà pour ça. Ensuite, question 3, représenter donc la chaîne de conversion d'énergie pour chaque dispositif sans combustion. Donc là, je vous laisse faire pause et puis lire les documents ici. Donc le document 3. Et ensuite, donc, je vous détaille tout ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a à gauche, du coup, ce qu'on appelle, là, vous voyez dans le document, le réservoir. Ça va être, par exemple, à soleil, eau, pétrole, etc., etc. Ce réservoir va vous fournir une forme d'énergie donnée. Donc à vous de dire, ça se fournit sous telle forme d'énergie. On fait rentrer ça dans un convertisseur, donc le nom de l'appareil en question. Il nous transforme l'énergie en autre chose, qui va nous être utile. Et toujours, malheureusement, il y a des pertes. Hein. Un système avec un rendement de 100%, ça n'existe pas. Et donc vous allez toujours avoir des pertes, qui peuvent être de différentes formes, différentes natures, mais en tous les cas, au final, elles vont se retrouver sous forme d'énergie thermique. D'accord? Et ça, c'est rejeté donc, dans l'environnement extérieur via un ventilateur, etc. Bon, on va y revenir après. Un petit exemple ici pour comprendre, si vous considérez ce chargeur manuel de téléphone portable. Vous avez donc ce truc-là, vous faites tourner, vous voyez avec la main, là, vous tournez comme ça, et c'est une dynamo qui va du coup vous recharger votre téléphone portable. Alors la chaîne énergétique de ce truc-là, c'est quoi? Eh bien, quel est le réservoir au départ? C'est l'utilisateur, d'accord, qui possède de l'énergie, et quand il fait tourner ce
petit chargeur, eh ben, il fournit de l'énergie mécanique. Le convertisseur, on a dit qu'on avait appelé chargeur de secours, il fournit de l'énergie, enfin l'énergie mécanique du coup va être transformée en énergie électrique. Énergie électrique, qui est donc l'énergie utile, hein, c'est ça que l'on veut ici, et que l'on va mettre dans le téléphone. Malheureusement, il y a des pertes, ce chargeur-là, forcément, il va chauffer, hein, si on imagine bien, par frottement, tout ça, bon, bref, il y a des pertes sous forme d'énergie thermique qui sont émises dans l'environnement extérieur. Voilà, donc quelle est la question 3? On a dit, c'est de représenter la chaîne de conversion d'énergie pour chaque dispositif sans combustion. Alors, je vous laisse faire, par exemple, pour commencer par l'éolienne, je vous laisse essayer de le faire, vous faites pause, et puis ensuite, donc, je vous montre la correction. Voilà, donc pour l'éolienne, alors qu'est-ce que vous avez comme réservoir en entrée? Quel est votre réservoir d'énergie? Ben, ça va être le vent, qui va vous fournir quel type d'énergie? De l'énergie mécanique, puisque ça fait bouger des choses, en l'occurrence les pales de l'éolienne. On fait rentrer tout ça donc dans l'éolienne, elle nous fournit de l'énergie électrique qui est l'énergie utile, et on envoie ça dans le réseau électrique. Ensuite, on a forcément des pertes, hein, de l'énergie thermique, donc qui sont données au milieu extérieur. Bon, j'ai simplement mis énergie thermique. Voilà pour l'éolienne, et pour les panneaux solaires photovoltaïques, donc je vous laisse faire pause, et puis essayer de le faire. Ensuite, je vous montre la correction. Là, voilà, donc vous avez en entrée, le réservoir, c'est le soleil. Attention, là, à pas mettre chaleur, quelque chose comme ça, c'est vraiment l'énergie radiative, ou énergie lumineuse, si vous voulez. En tous les cas, c'est un transfert d'énergie par rayonnement. D'accord, c'est la lumière, vraiment, c'est pas la chaleur, ça c'est important, qui va donc vous donner de l'énergie. Ça rentre donc dans le panneau solaire photovoltaïque, qui vous convertit tout ça en énergie électrique, que l'on fournit au réseau électrique, et vous avez des pertes par énergie thermique, toujours malheureusement, c'est-à-dire que ces panneaux solaires, ils chauffent. Donc vous faites les exemples suivants, et puis après vous regardez la correction, vous faites pause, vous faites les schémas, et puis après vous regardez la correction. Donc ici, panneau photovoltaïque c'est fait, éolienne c'est fait, centrale solaire thermique. Alors déjà, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, donc j'en avais déjà parlé à certains groupes. Vous avez ici des miroirs, ce ne sont pas des panneaux solaires photovoltaïques, hein, d'accord, on ne confond pas, ça ce sont des miroirs qui vont vous concentrer les rayons du soleil du coup en un seul point. Vous mettez de l'eau là-dedans, ça vous fait de la vapeur d'eau, ça fait chauffer, ça tourner une turbine, alternateur, etc. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau du schéma? Eh bien, le soleil cette fois vous fournit de l'énergie thermique, attention on l'a pas radiative, cette fois il faut vraiment que ça chauffe, et la centrale solaire thermique vous convertit tout ça en énergie électrique que l'on fournit au réseau. Malheureusement, là-dedans, vous avez toujours des pertes, hein, sous forme d'énergie thermique, dans la turbine, etc., etc. Voilà pour ça. Ensuite, centrale hydraulique. Bon, bah, classique, hein, là, vous avez de l'eau en hauteur, hein, donc l'eau, elle remonte toute seule, il y a la pluie en haut de la montagne, et puis elle va descendre ensuite, hein, via les torrents. Vous mettez, ou les fleuves, etc., enfin bref, vous mettez une turbine, et donc là, l'eau, elle a une forme d'énergie qui est de l'énergie mécanique, puisqu'elle est en mouvement. Ça met en mouvement directement votre turbine, et donc la centrale hydraulique vous convertit tout ça en énergie électrique. On fournit tout ça au réseau électrique, et malheureusement, on a toujours aussi des pertes sous forme d'énergie thermique. Voilà, pas besoin spécialement de refroidir ici, puisque vous avez l'eau qui refroidit naturellement, j'ai envie de dire, la turbine. Voilà. Enfin, la centrale nucléaire. Donc vous avez quoi en entrée? De l'uranium. J'aurais pu détailler en mettant que cet uranium, il a une énergie du coup atomique, et le réacteur va vous transformer l'énergie atomique en énergie thermique. J'aurais pu détailler comme ça. Je vous aurais compté juste bien évidemment si vous le faites, si vous l'aviez fait aussi le jour de l'évaluation. En tous les cas, cet uranium, à la fin, ça nous donne de l'énergie thermique. La centrale nucléaire convertit tout ça en énergie électrique que l'on fournit au réseau. Et on a des pertes par énergie thermique qui, cette fois-ci, ne sont pas du tout négligeables. Alors, deux choses sur ces énergies thermiques. Donc là, on vous parlait la question c'était simplement de faire les moyens de production électrique sans combustion, mais quand vous êtes face à une grosse centrale comme ça, qu'elle soit nucléaire ou gaz charbon, etc., il va falloir refroidir tout ça. Et si je vous avais montré cette photo, et que je vous demande du coup là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que l'immense majorité d'entre vous m'auriez dit, ça c'est une centrale nucléaire. En fait, pas du tout, ça c'est une centrale à charbon qui est en Allemagne. Alors pourquoi on fait ça? Parce que sur toutes les centrales,
vous avez des pertes thermiques qui sont relativement grandes, hein. On n'évacue pas ça par juste un petit coup de ventilateur. Donc il faut refroidir massivement cette centrale. Pour ça, vous prenez de l'eau, c'est pour ça qu'on construit les centrales au bord des fleuves, des mers, etc. Donc l'eau qui est froide, vous l'injectez dans ce gros truc. La forme fait que ça va vous permettre de bien évacuer la chaleur, hein, c'est pour ça qu'elles ont cette forme-là. Et du coup, l'eau froide se réchauffe, hein, devient de l'eau chaude ou de l'eau tiède, et même une partie s'évapore. Et donc, vous voyez, c'est le panache blanc qu'on voit des fois là au-dessus de ces centrales. On le verra sur d'autres photos après. En tous les cas, s'il n'y a que de l'eau là-dedans, et ça permet de refroidir aussi bien les centrales nucléaires que charbon, etc. Alors, comment c'est que c'est du charbon ici? Vous avez cette cheminée-là, et quand vous avez une cheminée de ce type qui est très haute, hein, là c'est de l'ordre de la centaine de mètres, ça, c'est pour évacuer des choses qu'il ne faut pas trop respirer. Autant là, on s'en fiche que ce soit haut, c'est simplement pour refroidir le plus possible. Par contre, ça, vous voyez, on l'a pas mis à ce niveau-là, parce que sinon, ça veut dire que vous allez respirer les particules de suie, les particules noires, là, vous voyez, de charbon. Et donc, ça, c'est pas du tout bon de respirer ça. Donc, vous mettez ça plus haut, histoire que ça aille plus haut dans l'atmosphère et que ce soit plus dilué. Voilà. Si je vous avais montré, du coup, cette photo, là, vous m'auriez dit c'est une centrale nucléaire, et là vous auriez eu raison, puisque vous auriez sans doute pensé que c'était ce truc-là, mais en fait non. Là on voit bien la vapeur d'eau, hein. C'est vraiment que de l'eau. Les bâtiments nucléaires, ils sont là. Les réacteurs, ce sont ces deux choses-là. Et donc on les met bien au bord des fleuves ou des rivières. Des fleuves, rivières, pardon, ou de la mer. Alors d'ailleurs, à ce propos, vous avez peut-être déjà entendu que l'été, on arrête des fois des centrales. Donc en France, on parle surtout des centrales nucléaires, mais ça arrive du coup pour tous les autres types de centrales. Quand il fait trop chaud, on dit, voilà, tel réacteur, on est obligé de l'arrêter. Et on pourrait penser que c'est qu'il y a un souci dans le réacteur, parce qu'il a trop chaud, quoi. En fait, pas du tout. C'est que votre eau ici, là, l'été, par exemple, elle arrive à 30 degrés. Si vous la mettez là-dedans, elle va ressortir à 35 ou 40, enfin voilà. Et si l'eau du fleuve passe à 40 degrés, tous les écosystèmes, les petits poissons, là, tout ça, ils vont pas trop aimer. Forcément, hein, vous allez tout perturber au niveau de l'écosystème, voire même tuer certaines espèces, etc. Ce qui n'est forcément pas souhaitable, et donc on est obligé d'arrêter la centrale, non pas parce qu'elle surchauffe, parce qu'en fait vous faites surchauffer le fleuve, quoi. D'accord? On a ce problème-là du coup pour toutes les centrales, nucléaires, gaz, charbon, quand elles sont au bord des fleuves, puisque quand elles sont au bord de mer, là il n'y a pas trop de soucis, hein. Au bord de mer, vous n'allez pas réchauffer la mer, vu qu'elle est tellement grande, vous n'allez pas la réchauffer. Voilà, et enfin, pour vous montrer encore un autre type de centrale, donc ça c'est une centrale nucléaire, c'est la centrale nucléaire de Chinon en France, en bord de Loire, et vous voyez que là les tours qui permettent de refroidir, elles sont très bizarres, elles sont toutes petites. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait on a les châteaux de la Loire qui sont pas loin, et si on avait fait donc des tours aéro-réfrigérantes comme ailleurs, là, si on avait fait ça ici, on aurait vu depuis les châteaux de la Loire ces tours-là. Pour des raisons esthétiques, on a demandé à EDF de ne pas construire ça et de faire des tours plus petites. Voilà du coup ce qu'ils ont fait, donc là c'est de la vapeur d'eau aussi, hein. Et forcément ça refroidit moins bien, donc il y a des ventilateurs qui tournent en permanence pour bien refroidir, et qui consomment malheureusement 10% de l'électricité produite sur ce site. Voilà, c'est le prix à payer pour pour ne pas voir surtout les tours depuis les châteaux de la Loire. Les bâtiments réacteurs, ils sont par ici. Je vous laisse aller voir le détail si vous voulez sur cette centrale nucléaire de Chinon ou d'autres centrales en France. Voilà pour ça. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions via l'ENT, puisque en fonction des classes, on va se revoir plus ou moins rapidement. En tous les cas, sur le prochain créneau présentiel, vous aurez donc un devoir d'une demi-heure à peu près, qui concernera tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, cette séance-là incluse. C'est-à-dire que au devoir, vous aurez des questions sur les panneaux solaires qu'on a fait dans l'exo, là au début, l'exo 6, avec des choses à repérer, des puissances maximales, etc. Et une chaîne énergétique à construire, donc n'hésitez pas à me poser vos questions.